Bonjour, dans le cadre du suivi des cours sur la fonction locomotrice, vous allez avoir le document qui est présenté sous forme de plusieurs fichiers pour réduire la taille de ces fichiers. Dans ce travail de fonction locomotrice, nous allons parler maintenant des différents os présents à l'intérieur du corps de l'organisme. Notre corps comporte 206 os à l'état adulte une fois que la structure osseuse adulte est terminée. Nous n'allons traiter aujourd'hui que de 200 os, puisqu'il y a 6 os qui sont présents à l'intérieur de l'oreille et qui ne sont pas traités dans le système locomoteur. Ces 6 os vont de 3 plus 3 dans chaque oreille. Dans un premier temps, nous allons parler des os de la structure du crâne. Il existe plusieurs os qui font la calotte crânienne, qu'on appelle l'os frontal, situé sur l'avant du front. Il existe deux os pariétales. L'os frontal est un os impair qui est unique. Il existe des os pariétaux de part et d'autre de la voûte crânienne qui sont séparés par des sutures sagittales. On a ensuite, dans la partie basse de la calotte crânienne, l'os sphénoïde. Ensuite, on va avoir l'os occipital qui est impair et qui est situé à l'arrière du crâne et qui porte des torus qui sont des excroissances osseuses qui permettent la fixation des muscles du cou. On va trouver sur le côté, toujours formant la voûte crânienne, la boîte crânienne, l'os temporal et l'os ethmoïde à l'avant. Ces os temporales et ethmoïdes sont présents de manière paire, c'est-à-dire qu'il y en a deux dans la structure osseuse. L'os zygomatique assure non pas la structure de la boîte crânienne, mais la structure de la voûte maxillaire. Cet os zygomatique est un os présent de manière paire sur les deux os. Donc, la calotte crânienne comporte plusieurs os qui forment cette boîte qui contient la masse cérébrale à l'intérieur et qui la protège. On va retrouver ensuite à l'intérieur de cette structure osseuse un os lacrymal qui présente une cavité, une sorte de petite gouttière qui permet de contenir les glandes lacrymales. À l'avant de la face, on va trouver l'os nasal qui est un os pair et qui est situé sur la partie haute du nez avant de se prolonger par le biais des structures et des cartilages nasaux. Cet os nasal est assez restreint et finit de former la cavité nasale. À l'avant de la face, il existe l'os maxillaire, os maxillaire qui fabrique toute la face principale située autour du nez et sous les yeux, qui fabrique la base de l'orbite de l'œil et qui porte les dents de la mandibule supérieure, de la partie supérieure des structures dentaires. On va trouver aussi dans la zone de la face l'os zygomatique dont on a déjà parlé, qui permet de constituer une branche musculaire pour assurer la fixation des os de notre mandibule. La mandibule, c'est l'os mandibulaire qui est situé à la base. C'est un os qui est unique, qui est en fait dans l'histoire évolutive un regroupement de deux os, puisqu'il existe une symphyse à la séparation au niveau du menton. Cet os mandibulaire forme une articulation avec l'os temporal par le biais d'un condyle qui vient s'insérer dans la surface articulaire et qui est porteur des dents de la partie basse de la mandibule. Sur le bas de la cavité nasale, on va trouver un os appelé os palatin. Cet os palatin a la particularité de porter les structures osseuses de la base de la cavité nasale. À l'intérieur de la cavité nasale, on peut trouver un os appelé le vomer qui prend une structure un petit peu voilée avec des petits voiles à l'intérieur qui permettent de faire circuler l'air à l'intérieur de la cavité nasale et de faire circuler l'air en spirale pour qu'il tourbillonne à l'intérieur de la cavité nasale. La mandibule
donc les os de la face, si on les compte en nombre pair et impair, sont au nombre de 14. La mandibule est un des rares os qui a la particularité de pouvoir continuer à croître et à grandir au cours de toute la vie de l'individu. Elle montre aussi la masculinité de l'individu puisque le taux de testostérone modifie la forme de la mandibule et augmente la croissance au niveau de l'angle de la mandibule. Ce qui fait qu'un os long au niveau de la mandibule est lié à des taux de testostérone importants. On va trouver à l'intérieur au niveau de la face, on va trouver un territoire appelé cavité oculaire. Et cette cavité orbitale, eh bien, elle permet de porter l'œil. Elle est composée de différents os soudés les uns avec les autres qui ont déjà été cités et qui permettent de fabriquer cette cavité qui porte des trous au fond de la cavité orbitaire pour pouvoir faire circuler les canaux optiques, les nerfs optiques et les vaisseaux sanguins qui alimentent l'œil. À l'intérieur de la cavité nasale, nous avons plusieurs os de la face qui se rejoignent et des os de la calotte crânienne. On retrouve ici l'os sphénoïde, l'os ethmoïde, on retrouve l'os nasal, l'os frontal, l'os palatin et le vomaire qui constituent le maxillaire qui constituent l'ensemble des os qui entourent la cavité nasale. À l'intérieur de ces os, on peut trouver des petites cavités, des perforations, l'os étant creux, ce qui constitue ce que l'on appelle les sinus. Ces sinus-là permettent de faire circuler parfois de l'air et permettent parfois de réchauffer les structures. Ce sont des poches osseuses à l'intérieur des cavités de l'organisme. Un os unique présent à l'intérieur de la gorge qui est appelé l'os hyoïde. Cet os hyoïde est une structure osseuse située sous la mandibule. Elle possède plusieurs ligaments qui s'associent aux structures cartilagineuses de la trachée. Cet os hyoïde est porteur de structures qui tiennent sur les structures osseuses et musculaires et qui permettent de contrôler la voix et le fonctionnement de la glotte dans ce territoire-là. Il a la forme d'un fer à cheval que l'on positionne comme ceci à l'intérieur de notre corps. Notre structure osseuse au-delà du crâne se poursuit dans la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est une structure qui est composée d'un grand nombre de vertèbres. On trouve 7 vertèbres cervicales, on trouve 12 vertèbres thoraciques, on trouve 5 vertèbres lombaires et on trouve un sacrum qui est la fusion de 5 vertèbres sacrées et 4 vertèbres coccygènes qui sont soudées en une seule structure osseuse appelée le coccyx. Ces vertèbres sont donc désignées de C1 à C7, de T1 à T12, de L1 à L5, plus le sacrum, plus le coccyx. Cette colonne vertébrale permet de protéger la moelle épinière, elle permet de tenir les différentes structures de type bassin ou de type ceinture scapulaire, elle permet de tenir les côtes, elle permet de constituer la suture principale. On l'appelle aussi le rachis ou l'épine centrale. On va trouver plusieurs courbures à l'intérieur de cette colonne vertébrale, une courbure cervicale, une courbure dorsale, une courbure lombaire et une courbure sacrée. Ce qui donne l'aspect un petit peu en zigzag de la colonne vertébrale lorsque l'on la regarde de profil. À l'intérieur de cette colonne vertébrale, on va trouver des séparations qu'on appelle les disques intervertébraux. Ces disques intervertébraux permettent d'assurer de la mobilité à l'intérieur de cette colonne vertébrale, d'éviter les frottements sur les os
et d'assurer la coordination de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale donc possède ce disque intervertébral qui est composé d'un anneau fibreux composé de collagène très très rigide qui va maintenir en son centre un amas de matière plus amortissante, plus gélifiée, qu'on appelle le nucleus pulposus, et qui permet de maintenir une distance entre les vertèbres et de maintenir la structure osseuse mobile autour de la colonne vertébrale. À l'intérieur de la colonne vertébrale, on trouve une cavité dans laquelle circule la moelle épinière de haut en bas. Entre les vertèbres peuvent sortir des nerfs, ce sont les racines nerveuses qui s'insèrent avec la moelle épinière et qui entrent dans la masse de l'organisme pour contrôler les fonctions motrices et les fonctions physiologiques nerveuses de l'organisme. La structure principale de l'axe principal du corps se forme avec la cage thoracique, qui est le thorax osseux, qui est composé de côtes. Ces côtes sont insérées sur la moelle épinière à l'arrière de l'organisme et sur le sternum à l'avant de l'organisme. Ces côtes sont distinguées en plusieurs catégories. On distingue les vraies côtes qui vont de 1 à 7, qui sont en contact en un point sur la partie colonne vertébrale et en un seul point sur la partie sternum. Les côtes appelées fausses côtes, qui sont la 8, la 9 et la 10, qui sont des côtes qui sont insérées en un point sur la colonne vertébrale, mais qui se rejoignent sur une seule structure cartilagineuse sur la face antérieure en contact avec le sternum. On constate que plusieurs côtes partagent le même cartilage. Il existe enfin les dernières côtes, appelées côtes flottantes, qui sont les côtes 11 et 12, deux paires de côtes flottantes. Pardon, il y a une erreur, c'est 11 et 12, hein, d'accord, et qui n'ont un contact avec les structures osseuses qu'à l'arrière. Les côtes flottantes n'ont pas de contact sur la face antérieure avec le sternum. La structure du corps se poursuit en termes de structure osseuse avec ce qu'on appelle le squelette appendiculaire. Le squelette appendiculaire va permettre de former des structures osseuses de deux types, la partie du membre supérieur et la partie du membre inférieur. La partie du membre supérieur, donc les bras, sont reliés à la structure osseuse via la ceinture dite scapulaire, d'accord, qui va comprendre la scapula, encore appelée antérieurement l'omoplate, et la clavicule. Le membre inférieur, encore appelé les jambes, sont reliés au corps via une ceinture appelée ceinture pelvienne. La ceinture pelvienne est composée des os du bassin. La ceinture scapulaire, c'est une omoplate qui a une partie très aplatie, très effilée, sur lequel s'insèrent de nombreux muscles qui tiennent la structure et qui s'insèrent à l'intérieur de la structure musculaire du dos. La scapula est positionnée en partie arrière par rapport à la cage thoracique. La ceinture scapulaire est reliée à l'axe principal via une clavicule qui s'insère et qui se relie sur l'omoplate et qui se relie à l'autre bout, à la phase proximale, sur le sternum. Cette clavicule est un petit os long, linéaire, et qui permet de tenir la ceinture scapulaire en place dans le mouvement de l'organisme. On va trouver à l'intérieur du reste de la partie du membre antérieur d'autres os, notamment l'humérus. L'humérus, qui est un os long, très long, qui est composé de surfaces articulaires très diversifiées,
En région proximale, une surface articulaire très importante et très sphérique qui permet un mouvement très ample du bras, aussi bien en mouvement antérieur qu'en mouvement d'abduction et d'adduction. En partie distale, l'os comporte une tête articulaire composée d'une trochlée et d'un capitulum qui permettent des mouvements linéaires de la partie osseuse suivante ou des mouvements de rotation simple. D'accord? On trouve à l'arrière de cet os, en région proximale, ce qu'on appelle la fosse olécrânienne. C'est une cavité dans laquelle l'os de l'olécrâne osseuse de la fibula va venir se mettre à l'intérieur pour pouvoir permettre un mouvement qui sera bloqué sur la partie extension. La partie basse du bras, qu'on appelle l'avant-bras, est composée de deux os. L'avant-bras est composé du radius et de l'ulna. On ne parle plus de cubitus maintenant en enseignement de type universitaire. On utilise le terme de ulna. L'ulna, dont vous pouvez voir ici la structure avec l'olécrâne dont on vient de parler, en partie proximale, qui vient s'insérer dans la cavité olécrânienne de l'humérus et qui permet de bloquer l'extension potentielle du bras. Le radius, lui, a une structure proximale circulaire qui permet de faire des rotations de l'os, qui permet les mouvements de rotation du bras de type pronation-supination. Si vous tendez votre bras à l'horizontale, vous pouvez mettre votre pouce qui se dirige dans un sens, et si vous faites pivoter votre main pour mettre la paume vers le haut, votre pouce se dirige dans l'autre sens. Et vous avez alors, dans votre avant-bras, les os qui se sont croisés ou décroisés. C'est le mouvement de pronation-supination. À l'intérieur de la main, on va trouver les os du carpe, qui constituent ce que l'on appelle le poignet de la main. On trouve donc les os du poignet qui s'insèrent uniquement au niveau de la base de la main. Attention, le poignet, là où vous mettez votre montre, ce n'est pas le poignet au sens propre. Ce n'est pas la bonne désignation du poignet. Le poignet, c'est la partie qui est située dans la main à la base des métacarpes. D'accord? Et donc, cette zone du poignet comporte plusieurs os. L'os situé sous le pouce, qu'on appelle l'os scaphoïde. Ensuite, l'os appelé lunatome, situé un petit peu plus extérieur. Et enfin, le trichétrum forme une première ligne d'os de type carpe. La deuxième rangée d'os de carpe, alors pardon, j'ai oublié l'os pisiforme situé toujours sur la première rangée. La deuxième rangée comporte le trapèze, le trapézoïde, le capitatum et le hamatome. Cette deuxième rangée comporte 4 os qui viennent s'articuler avec les métacarpes situés au-dessus de cette deuxième rangée d'os. Donc on a donc deux rangées à l'intérieur de la main qui constituent une série d'os du carpe. On va trouver ensuite les zones métacarpiennes. Les métacarpes sont situés dans la partie haute de la main, pas là où il y a les doigts, mais là où il y a la partie plate de la paume de la main. Ces métacarpes sont au nombre de 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Le 1 constituant le métacarpe du pouce. Ensuite, on va trouver à l'intérieur de la main les phalanges. Les phalanges qui sont les os présents à l'intérieur des doigts, qui sont au nombre de 3 chez les 4 doigts principaux de la main, alors qu'ils sont au nombre de 2 sur le pouce. D'accord? Attention, vous pouvez voir sur la radio, là, l'image située à droite, qu'il y a une petite bande blanche. Cette petite bande blanche représente
la bague de la main qui porte une bague. C'est dire où s'arrête alors la première phalange, la phalange proximale. Ça nous présente l'endroit où est située la phalange proximale. Okay, le membre inférieur, qui constitue la jambe, a pour rôle de supporter tout le corps. Il permet le déplacement de l'organisme par rapport au support inférieur. Il permet de porter des organes abdominaux par le biais de la ceinture pelvienne, et il est relié à la colonne vertébrale au niveau de la ceinture. On le voit ici, là, au-dessus du mot pubis, il y a une zone appelée blanchâtre qui relie les deux os, appelée symphyse pubienne. Cette symphyse pubienne a la possibilité, sous l'effet des hormones lors de l'accouchement, de se rendre un petit peu plus mobile, un petit peu plus déformable, et ainsi d'élargir légèrement la cavité que forme la zone ouverte du bassin, qui permet de faire passer la tête du nouveau-né lors de l'accouchement et l'ensemble du corps du nouveau-né. La tête fémorale va venir s'insérer dans une zone articulaire appelée acétabulum, qui est situé sur les flancs des deux os coxaux de ce bassin. On peut distinguer légèrement la structure du bassin de l'homme et de la femme. Chez la femme, il est quelque peu plus large et un peu plus ovale, alors que chez l'homme, il est un petit peu plus étroit et un petit peu plus haut. Le fémur, c'est l'os qui constitue la cuisse. C'est un os unique qui présente deux surfaces articulaires, la tête fémorale séparée de l'axe principal de l'os par le col du fémur. On trouve en partie distale la surface articulaire appelée poplité, qui permet de s'articuler sur le genou. Le col du fémur permet de éloigner la tête fémorale de l'axe du fémur et ainsi de rapprocher les genoux les uns des autres, et ainsi de mettre les genoux en position plus proche de l'axe principal du corps humain. Dans la partie basse de notre membre, on va trouver la jambe qui comporte trois catégories d'os. Le tibia, qui est l'os principal de la structure, la fibula, qui est un os situé sur le côté en partie externe de la jambe, d'accord. Et enfin, il existe un petit os appelé la patella, ou encore appelé la rotule, qui se place en avant de la zone articulaire du genou. Le rôle de cette structure et du tibia et de la fibula est d'assurer la connexion avec les membres du pied, d'assurer la fixation des muscles et de permettre le mouvement de l'articulation de la jambe. On avait le nom là tout à l'heure. Hallux, d'accord? Eh bien, le hallux, il est composé seulement de deux phalanges. D'accord? Le gros orteil, le hallux, comporte seulement deux phalanges. Ce gros orteil a été développé de grande taille parce que ça permettait aux Homo sapiens d'améliorer leur faculté de course et de course à pied face aux prédateurs qui pourraient éventuellement les manger. Cette structure osseuse peut comporter des situations anormales. Dans le cadre de la formation que je vous fais, normalement, il n'y a que les parties qui fonctionnent correctement de l'organisme. Je suis, moi, un enseignant d'une physiologie chez un organisme qui fonctionne normalement. Mais en voyant quelques maladies, on peut comprendre les pathologies qui peuvent s'exercer sur les différents types de structures osseuses. On a par exemple la fracture du col du fémur qui est fréquente chez les individus à partir d'un certain âge. Elle survient le plus souvent sur des personnes qui ont des carences alimentaires et qu'il faut suivre et régulièrement surveiller sur leur densité osseuse. On peut trouver aussi des anomalies de structure osseuse, l'ostéogénèse imparfaite,
avec des os qui se sont mis à croître et à se développer avec des formes tout à fait anormales. On peut souffrir avec l'âge d'ostéoporose. L'os devient plus fragilisé à cause d'une chimie du sang qui a grignoté la masse de l'os et qui entraîne alors des os qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus faibles et qui entraînent une déformation progressive du corps de l'individu avec des affaissements des vertèbres. Progressif. L'ostéosarcome est un cancer de l'os avec des anomalies dans le développement des cellules présentes à l'intérieur de l'os qui entraînent un dysfonctionnement de l'organisme.